Le collectif Nivernais pour une agriculture durable, l'association Les Trois Prés et la Ligue de protection des oiseaux de la Nièvre présentent Planète Nièvre, la mensuelle des enjeux environnementaux de notre département. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Chers auditeurs d'RCF, bonjour. Vous venez d'atterrir sur la planète Nièvre. Aujourd'hui, une émission préparée de main de maître par mes deux condisciples, mes deux drôles de dames, Daniel et Geneviève. Bonjour les filles. Bonjour Christophe. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Daniel ? Nous allons parler de l'agriculture urbaine ou périurbaine, ou encore plus simplement d'agriculture de proximité. Un phénomène qui se développe partout dans le monde. Autonomie alimentaire, lutte contre le réchauffement climatique, préservation du foncier agricole face à une urbanisation galopante en sont les principaux enjeux. La Nièvre, territoire rural par excellence, est concernée aussi, et plus particulièrement Nevers, avec la réhabilitation en zone agricole maraîchère exemplaire du Val de la Baratte. Nous avons rencontré les acteurs de ce retour, maraîchers, municipalités, chambres d'agriculture et associations. Revenons-en à la planète. Nous savons quels sont les grands problèmes qu'il faudra résoudre. Il faudra limiter le réchauffement climatique et on sait que ce réchauffement climatique est quelque part lié à notre mode de vie, en particulier au problème des transports, donc du transport des denrées alimentaires. On sait par exemple que les tomates ou les fraises que l'on mange en France, qu'on trouve dans nos supermarchés, viennent d'Andalousie, de Hollande, ce qui est absolument absurde. Et en plus, il y a un autre grand problème qui est celui de la pollution. Or, il s'agit de cultures hors sol, à grand renfort d'intrants chimiques, dont on sait l'impact et pour l'environnement et pour la santé des travailleurs et pour les consommateurs. Donc, ces fruits et légumes acheminés par transport routier sont en passe de devenir des achats de luxe qui coûteront de plus en plus cher à la collectivité, puisque on peut en être sûr, le prix des carburants dans l'avenir va augmenter. C'est aussi quelque chose qui est source de pollution. Oui, le journaliste américain James Howard Kunstler prédit d'ailleurs dans son livre La fin du pétrole que la production alimentaire va devenir un énorme problème au fur et à mesure que la rareté des biens intermédiaires à base de pétrole, les engrais par exemple, fera reculer l'agriculture industrielle. Nous devrons produire notre nourriture plus près de l'endroit où nous vivons. Bon, un autre problème que l'on connaît, c'est la démographie. Il y aura des gens de plus en plus nombreux sur cette planète et, d'autre part, ils se concentreront de plus en plus dans les villes. Donc, il y a une autre question annexe, à savoir que les terres agricoles, leur superficie est en diminution constante. Par exemple, entre 1960 et 2010, la surface agricole a diminué de 25%. D'où l'idée, bien sûr, c'est du bon sens qu'il faut s'approvisionner local et bio et reconquérir des espaces de culture en ville ou à proximité des villes. D'autre part, il faut inscrire en zone agricole des espaces urbains ou périurbains en les protégeant juridiquement car c'est une manière de lutter contre l'artificialisation des terres et les constructions un petit peu partout. Donc on le voit, nous sommes vraiment à la croisée des enjeux alimentaires, environnementaux, sociaux et d'aménagement du territoire. Et l'agriculture urbaine et périurbaine, a priori, serait la voie à suivre. En fait, c'est quoi l'agriculture périurbaine ? Alors en ville, les toits sont cultivés, il y a le jardin partagé, les friches qui sont exploitées. Une déferlante verte, on peut dire, gagne aujourd'hui le cœur des villes de France et d'Europe, après avoir déjà conquis l'Amérique du Nord, à Détroit par exemple. L'agriculture urbaine présente de nombreux avantages. C'est une façon de produire responsable, de faire diminuer les émissions de CO2, mais aussi les coûts de production. Et différentes denrées alimentaires peuvent être produites grâce à l'agriculture urbaine. Évidemment, les légumes, les fruits, les herbes aromatiques, on peut même trouver des arbres fruitiers. On peut aussi élever des poules ou, pourquoi pas des lapins. En fait, l'idée n'est absolument pas nouvelle. Lors du siège de 1870, les Parisiens ont fait pousser des pommes de terre dans tous les espaces libres de la capitale. D'ailleurs, grâce au plan offert par la famille de Villemorin, ce qui les a fait en partie tenir.
Alors évidemment, sans prétendre nourrir entièrement la ville, l'agriculture périurbaine et urbaine permet de tendre vers une certaine autonomie alimentaire, notamment pour ce qui concerne la production légumière. Et d'ailleurs, en France, quelques villes en sont venues à cette idée. Nantes, Tours, Aix, Les Bains, Rennes, Albi, Toulouse et même Paris. Et chez nous, dans la Nièvre, Nevers, avec l'espace test de la Baratte, qui est né d'une volonté politique de l'ancienne municipalité et d'un certain nombre de citoyens et associations, et dont l'expérience se poursuit avec le soutien de l'actuelle majorité. C'est cet exemple à suivre à la Baratte où sont allés enquêter nos deux reporters, Geneviève et Daniel. On écoute ce qu'elles y ont trouvé. Alors, les jardins potagers et maraîchers du Val de la Baratte sont situés sur la plaine alluviale des bords de Loire, en zone périurbaine et humide, sur les communes de Nevers et de Saint-Éloi. Des lignées de jardiniers se sont succédées depuis des siècles jusqu'à nos jours. Nous avons demandé à Brigitte Compin-Muret, présidente de l'association Saint-Fiacre Loire-Baratte, de nous faire un bref historique. L'histoire du Val de la Baratte, c'est vraiment une vieille histoire qui s'inscrit sur la rive droite du fleuve à partir du haut Moyen-Âge. Donc au sein de la maladrerie de Saint-Lazare, les frères et sœurs cultivaient potagers, vergers, vignes, grains. Ils avaient aussi des pêcheries. À l'époque, la plaine alluviale de la Baratte par elle-même, c'était des marais et des prairies inondées une bonne partie de l'année. Il y avait quelques petites fermes dans le coin, dont le hameau de la Baratte. Et c'est surtout au XVIIIe siècle que les premières exploitations de jardiniers ont fait merveille. Les jardins, ils jouxtaient les solides maisons qu'on voit toujours sur le faubourg. Et les ingénieux jardiniers, ils conduisaient toutes sortes de verdures. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait le jardinier du roi Louis XIV, Jean-Baptiste de la Quintigny, qui faisait aussi toutes sortes d'expériences et que la culture du jardinage s'est beaucoup répandue en France. À cette époque, chez nous, donc la confrérie Saint-Fiacre, elle s'est réunie en 1708 à la paroisse de Saint-Lazare. La suite, on la connaît. Sous Napoléon III, avec le développement du crédit, on assiste à la construction des longères du faubourg de la Baratte et les jardiniers ont mis la main à la poche pour construire la levée. Les activités des jardiniers sont très florissantes, mais dans les années 1970, le Val est confronté à une urbanisation anarchique, avec notamment la construction des immeubles du quartier des Courlis. Et dans les années 80, le projet d'une pénétrante routière pour accéder au centre-ville à partir de l'est de l'agglomération a provoqué une levée de boucliers. Brigitte Compin-Muret se souvient. Ça a été vraiment vécu comme un tremblement de terre. Après ce qu'on avait déjà vécu avec les expropriations, l'atteinte à l'identité des gens, à la valeur du quartier et au patrimoine ancestral, c'était vraiment ça qui a marqué l'époque. Et donc l'opposition à ce projet, elle s'est pas fait attendre. Donc les associations comme Loire Vivante, Nevers Aménagement Environnement ont permis de gagner du temps en faisant classer le secteur en zone inondable. Mais le dernier bastion des maraîchers était presque sauvé, mais ce projet nous a pourri la vie parce qu'il est resté dans les cartons une bonne dizaine d'années. Et pendant ce temps-là, la ville, elle a acquis parcelle après parcelle. Donc on a voulu construire, et puis pour finir, il y a une dizaine d'années, ce qui a été baptisé projet de route des pompiers a bien failli provoquer la destruction du bocage qui restait. Donc nouvelle levée de boucliers. Et en 2007, des inventaires faune-flore ont révélé enfin ce que les gens savaient déjà, la richesse du Val de la Baratte, qui comporte des espèces protégées comme l'agrillon de mercure, c'est une libellule, et des petits crapauds comme le crapaud alite et les crapauds calamites, qui sont assez rares à l'échelle des départements. Des oiseaux comme l'alouette lulu, et puis côté flore, il y a une variété inconnue de graminées, un acrostis qu'on n'avait pas trouvé encore dans la Nièvre. Et cette nouvelle lutte aidée par les naturalistes a abouti à la création du parc Rosa Bonheur, qui est tout à fait entre le bord de Loire et le Val maraîcher, qui est devenu d'ailleurs récemment une réserve LPO. Et la pérennité du site passe bien sûr par la protection du foncier sur les documents d'urbanisme. Et aujourd'hui, le Val de la Baratte est inscrit en tant que terre agricole dans le PLU, c'est-à-dire plan local d'urbanisme, ce qui le protège désormais de toute urbanisation. Anne Wozniak, adjointe au maire, nous fait part de sa satisfaction. C'est la première fois que la ville inscrit en son sein une trentaine d'hectares de terres agricoles, clairement. Donc on a une pérennisation pour l'avenir de ce site et pour l'avenir de l'activité. Et la municipalité souhaite que le Val de la Baratte retrouve pleinement sa vocation maraîchère historique en soutenant notamment la création d'un espace
test maraîcher, comme le souligne toujours Anne Wozniak. La ville avait préempté petit à petit pas mal de terrains, politique que nous poursuivons actuellement. L'ancienne municipalité avait mis en place ce projet d'espace test en lien avec la Chambre d'agriculture et le conseil départemental. Et voilà, nous actuellement, nous continuons à acquérir des terrains pour pouvoir déployer un second espace test, et ce qui nous a permis aussi d'accueillir le premier testeur, Guillaume Debert, et de pérenniser son activité. Alors, on parle d'espace test. C'est quoi un espace test ? Eh bien, c'est la mise à disposition ici de 3 hectares de terre, de matériel, de serres, etc., pour que donc des jeunes testent, bien sûr, les difficultés du métier, voient un petit peu s'il existe une clientèle, et surtout leur volonté à s'installer et à poursuivre l'activité. Pour cela, eh bien, ils bénéficient d'un comité de pilotage, d'un tuteur et d'un encadrement au niveau technique et économique. Alors les avantages d'un espace test, c'est de pouvoir vérifier l'existence d'une clientèle, pouvoir s'autoriser à produire et à vendre nos légumes soit en circuit court, soit en circuit long, c'est-à-dire soit directement sur les marchés, en AMAP ou sur les magasins bio de Nevers par exemple. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de charge proprement dit de mise en route, parce que beaucoup de structures sont financées par le Conseil général, et la mise à disposition des terres par la ville de Nevers permet justement d'alléger les charges de démarrage. Voilà, donc vous avez juste vos charges de structure à investir, c'est-à-dire acheter des graines, des plants, des pots, du terreau, etc. pour démarrer vos plantes, et puis après les repiquer par la suite et les amener jusqu'au consommateur. Donc on vient d'écouter Guillaume Debert, qui est désormais installé à son compte et qui nous expliquait les avantages d'être un testeur sur cet espace test. Et de fait, il s'agit aussi d'un contrat d'appui avec un projet d'entreprise. On écoute Christelle Martin de la Chambre d'agriculture qui nous en explique le fonctionnement. Les porteurs de projets bénéficient d'un statut juridique déjà qui s'appelle le CAP, qui est porté par la couveuse d'entreprise potentielle. Ils prêtent un numéro SIRET aux porteurs de projet, c'est-à-dire que l'existence juridique du porteur de projet n'existe pas. C'est la couveuse potentielle qui existe juridiquement. Elle propose aussi un accompagnement à tous ces porteurs de projets, un accompagnement donc en termes de comptabilité et gestion. Et il y a aussi un accompagnement qu'on appelle dans notre jargon accompagnement généraliste. Là, c'est plus l'accompagnement de l'entrepreneur par rapport à la communication, la commercialisation, mais aussi globalement son projet, comment il avance. Donc il y a aussi d'autres parties prenantes, telles la Chambre d'agriculture, le conseil départemental, le conseil municipal bien sûr, on l'a vu, et puis Semeurs de Possible et également Bio Bourgogne. Il est important de soutenir cette production locale et les circuits courts, on en a déjà parlé, en rendant à ce Val de la Baratte sa vraie vocation maraîchère, et c'est une volonté politique plus que jamais affirmée. On écoute d'ailleurs Anne Wozniak nous en parler. C'est déjà soutenir une activité économique de proximité. C'est aussi garantir le circuit court par rapport au territoire de Nevers, au territoire de l'agglomération. Et puis, il y a quelque chose dans l'ordre du bon sens. C'est-à-dire que là, c'est des produits qui sont fabriqués entre guillemets, qui poussent chez nous, sous nos yeux. Donc, ça met en valeur notre potentiel agricole. Enfin, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça nous rappelle une certaine saisonnalité. C'est-à-dire que va dans n'importe quel supermarché, on peut trouver n'importe quel produit qui vient de n'importe où dans le monde. Donc c'est un bon palier à cette globalisation, une promotion de notre territoire, et puis à des produits de qualité. On peut aussi mettre en face la santé publique. L'objectif est donc clair, inciter les consommateurs à retrouver le goût des légumes sains et de saison, diminuer les transports et aussi promouvoir le territoire à un niveau économique. Il était temps de se souvenir que l'un des potentiels de la Nièvre est agricole. Planète Nièvre, RCF. On va passer à quelque chose qui vole et que tout le monde connaît avec la chronique de Daniel. De quoi vas-tu nous parler, Daniel ? Des moineaux, des petits osios, des petits piafs, des petits pierrots comme on les appelle. Moi, j'ai toujours adoré les observer. Lorsque j'habitais à Paris, je m'amusais de leur côté culotté. Sur les terrasses, ils sont si familiers qu'ils n'hésitent pas à venir chaparder des morceaux du gâteau que vous êtes en train de déguster. Et dans les gares parisiennes, ils attendent les trains afin de récupérer les insectes écrasés sur les locomotives. On en a même vu voler devant l'œil électronique pour déclencher l'ouverture des portes des supermarchés.
À la campagne, ils sont pas en reste. Chez moi, en hiver, un laurier leur sert de dortoir. En fin de journée, ça piaille, ça se chamaille, pour la meilleure place avec une intensité sonore incroyable. Alors, on croirait vraiment les titis parisiens sur les grands boulevards, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Oui, c'est des badauds qui aiment bien regarder tout ce qui se passe et puis intervenir et commenter. Ce qui est très amusant, c'est quand on les voit prendre un bain, parce qu'il y en a un qui arrive, après il y en a un deuxième qui débarque, puis un troisième. De fait, le bain est un comportement collectif contagieux. Un moineau commence et tous s'y mettent. Les ablutions terminées, ils rejoignent un arbuste tout proche et remettent en place leur plumage. Idem pour les bains de poussière. En fait, un bain de terre ou de sable qui entretient leur plumage et les débarrasse de leurs parasites. Ils vivent toujours autour des habitations et avec leurs sautillements, leurs pépiments et piaillements, leurs chamailleries et palabres sans fin et même leurs sans-gêne, ils apportent leur joie de vivre. Ouais, et donc c'est sans doute un des oiseaux que nos auditeurs connaissent le mieux et celui qui est le plus proche de l'homme. C'est pour cela qu'on l'appelle le moineau domestique. Il est apparu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années au Proche-Orient. En fait, il a su profiter de la sédentarisation de l'homme qui, devenu agriculteur, lui fournissait une importante source de nourriture, notamment en hiver. Depuis, il nous suit partout. On est tellement habitué à sa présence que souvent on ne le remarque plus, mais il manque lorsqu'il est absent. C'est la nostalgie de leurs pierrots qui a poussé les Européens à émigrer, à les importer un peu partout dans le monde à partir de 1851, date de la première introduction à Brooklyn, à New York donc. Et du coup, on les trouve quasiment partout dans le monde. Mais leurs populations sont en régression. Évidemment, ça, je pense que peu de gens s'en rendent vraiment compte et c'est pas une impression très flagrante pour la plupart de nos auditeurs. En plus, la Nièvre est l'un des départements où les populations de moineaux se portent plutôt bien. Mais sur l'ensemble du territoire, la baisse des populations est estimée en moyenne à 17%. Mais dans les zones de grande culture comme la Beauce, ils ont quasiment disparu. C'est dans les grandes villes qu'ils sont le plus menacés. Une enquête conjointe entre le Centre ornithologique d'Île-de-France et le Muséum d'histoire naturelle vient d'être rendue publique vraiment tout récemment, le mois dernier. Et là, on a les chiffres qui sont affolants. La baisse des moineaux à Paris est de 73% en 13 ans, avec une accélération ces dernières années. Quant à Londres, il y a déjà longtemps que la City anglaise a perdu tous ses piafs. Et Daniel, est-ce qu'on sait ce qui provoque cette incroyable baisse ? Il y a plusieurs critères. La rénovation des bâtiments en est un. Alors on rénove pour lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps on fait disparaître les moineaux parce qu'ils habitent, ils nichent dans les cavités et en rénovant les bâtiments, on fait disparaître toutes ces cavités. Il existe pourtant des solutions. À la gare Montparnasse, où la rénovation a intégré des cavités artificielles, les moineaux sont toujours là. Les Britanniques et les Hollandais intègrent maintenant systématiquement le maintien de cavités dans les bâtiments rénovés. Alors vous voyez, d'un côté on lutte contre le réchauffement climatique, on essaie de s'organiser pour dépenser le moins d'énergie possible, et puis de l'autre, on fait disparaître les moineaux. Donc il faut suivre l'exemple des Britanniques et des Hollandais. Parmi les autres critères, une équipe de chercheurs du Centre d'études biologiques de Chizé, qui travaille sur l'impact de l'urbanisation sur les oiseaux, a mis en évidence les effets de notre malbouffe sur la survie de nos petits pierrots. On est dans le sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Eh bien, de fait, pour une bonne croissance, les oisillons ont besoin de protéines de bonne qualité. Or, vu que les insectes disparaissent à vitesse grand V, les parents nourrissent leurs petits avec ce qu'ils trouvent. Et dans les villes, ce sont nos restes de hamburgers et autres mets du fast-food plein de sucre et de graisse. À cause de la perte de nourriture de qualité au moment de la croissance des jeunes, peu d'entre eux arrivent à l'âge adulte. Ainsi, le renouvellement de l'espèce n'est plus assuré. De fait, l'étude a comparé des populations rurales et des populations urbaines, et on s'est aperçu que les moineaux des villes sont plus petits, de moins 5 à moins 10%, moins gros, 26 grammes contre 28 en moyenne, et plus gras, 2,5 contre 1,9 de masse graisseuse, donc. Et on s'est aperçu aussi que les moineaux des villes pondent moins d'œufs que les moineaux des campagnes. Et là, donc, on retombe sur notre sujet du jour. Le moineau a besoin de buissons, de lierre où se cacher, mais la tendance est à leur suppression.
Plus de consommation locale, moins de bouffe industrielle aiderait les piafs des villes à survivre, et l'agriculture urbaine, presque toujours menée en bio, permettrait le retour d'insectes nécessaires pour subvenir aux besoins de nourriture des jeunes. Planète Nièvre, RCF. Et bien voilà une habile transition pour revenir sur notre sujet du jour. On voit que si on peut sauver les moineaux, autant sauver l'homme aussi. On revient donc à la baratte où on peut se demander si effectivement l'expérience est aujourd'hui concluante. Geneviève, tu peux nous en parler ? Bien sûr, nous avons rencontré les testeurs actuels et puis le précédent testeur. Donc les testeurs actuels, ils sont deux, Jean-Marie Lambert et Raphaël Revenu. Nous avons essayé de comprendre un petit peu pourquoi ils s'étaient lancés dans l'aventure, puisque en particulier Jean-Marie Lambert était gérant de la jardinerie botanique et son collègue travaillait également à Botanique. Donc pourquoi se sont-ils lancés dans cette expérience ? Je crois que quelque part, de toute façon, ils étaient sensibilisés au danger des pesticides, puisque Botanique est quand même une des premières jardineries à avoir essayé d'anticiper sur l'interdiction des pesticides. Et puis Jean-Marie Lambert nous a aussi expliqué que dans sa famille, il y avait des maraîchers. Donc pour lui, c'était effectivement une voie tout à fait possible et qu'il découvre avec plaisir. Alors ils en sont à la première année de l'expérience, puisque le projet date de juillet 2016, mais ils se sont réellement installés en février 2017 et ils semblent tout à fait heureux pour le moment de leur expérience. Jean-Marie Lambert nous a dit que lui ne s'interdisait pas les semences hybrides parce que, dit-il, elles sont plus résistantes aux maladies. Il ne cherche pas non plus à faire ses plants, mais il les achète à un producteur de Haute-Savoie. Nous étions un petit peu étonnés, mais il nous a expliqué que faire des semences, c'est un autre métier. Il faut effectivement de très grandes surfaces, beaucoup de temps, et que c'est relativement coûteux. Donc, ils ne font pas leurs plants eux-mêmes. Mais bien sûr, ils vendent directement sur l'exploitation et dans différents marchés de Nevers. Et aussi, ce qui est très bien, ils fournissent une crèche en bio. Et ça, c'est très important de bien nourrir les enfants. Et donc, ils prennent beaucoup de plaisir à faire leur métier et surtout à rencontrer leurs clients. La passion du métier, elle est là. Et ce qui est très, très sympa, c'est l'accueil de la clientèle et du public, puisque les gens sont ravis de trouver des choses produites à Nevers. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est ça qui est plaisant pour nous, puisqu'on nous parle souvent de la qualité et du goût de nos légumes. Alors, leur tuteur est Christophe Soleillac, qui n'est pas en bio. Mais Jean-Marie Lambert se dit satisfait de leur bonne relation et de leur coopération quotidienne. On se voit tous les jours, donc il nous donne des conseils, on s'aide mutuellement, il nous prête son matériel, on lui prête le nôtre, on s'aide des fois sur des cueillettes importantes, comme ce matin on était chez lui à l'aider pour ramasser quelques pommes de terre et il nous aide chez nous de temps en temps quand on est débordé. Et puis il y a un bon partenariat local. Christophe Soleillac estime jouer parfaitement son rôle. On l'a aussi rencontré, bien sûr. Il est installé depuis 1994. Il est le plus ancien maraîcher de la Baratte et expérimenté. Alors oui, je suis leur tuteur. Ils devaient choisir quelqu'un pour les encadrer au niveau technique sur le maraîchage. Je suis pas bio. J'essaie d'être le plus bio possible, mais connaissant à peu près toutes les techniques, j'arrive à peu près à les dépanner sur tout, car ils me demandent beaucoup de conseils, surtout sur les techniques de plantation, les calendriers. C'est moi qui leur ai donné à peu près tous les calendriers sur toute l'année de toutes les plantations. Et après, c'est au niveau des maladies. Donc souvent, quand ils ont une maladie, ils viennent me voir pour que je puisse arriver à leur donner le nom de la maladie et après trouver le traitement adéquat au niveau biologique pour qu'ils s'en sortent. Alors il faut savoir que lorsque Christophe Soleillac s'est installé sur la Baratte, il y avait encore 12 maraîchers et maintenant ils ne sont plus que 2, donc Christophe Soleillac et Guillaume Debert qui est en bio, et puis il y a les 2 jeunes qui sont testeurs. Alors donc nos 2 testeurs, Jean-Marie et Raphaël, demandent aussi des conseils à Stéphane Gautron, qui est un autre maraîcher qui est en bio. Et néanmoins, nous sommes vraiment, Geneviève et moi, nous avons été très étonnés de voir que leur tuteur officiel ne soit pas en bio, même si Christophe Soleillac travaille en raisonné et projette d'opérer éventuellement une conversion en bio assez rapidement.
Voilà, donc Jean-Marie et Raphaël se projettent déjà à la fin de leur 3e année parce que, disent-ils, le temps passe très vite. Donc la préoccupation, c'est de trouver des terrains où ils pourront s'installer à leur compte réellement. Et ils souhaitent trouver des terres sur la Baratte où il y a encore des terrains. Mais ils rêvent d'une vaste exploitation d'au moins 10 hectares pour produire beaucoup. Et donc, disent-ils, démocratiser le bio tout en assurant les rotations absolument nécessaires au travail en bio, surtout sur une terre limoneuse, sableuse, comme on la trouve à la Baratte. Encore plus convaincant peut-être est le cas de Guillaume de Berre, puisque lui, après avoir testé cet espace, s'est installé sur les terres qu'il avait cultivées avant. Il faut aussi noter que Guillaume de Berre n'est pas originaire de la Nièvre. Et grâce à cet espace test, eh bien, il y a justement une nouvelle famille qui s'est installée chez nous. Son tuteur était François Crutin qui est sans doute le plus ancien maraîcher de la région, qui a vraiment beaucoup d'expérience. Et je pense que là, effectivement, si on veut s'installer en bio, il vaut mieux un tuteur bio. Donc, Guillaume de Berre nous a parlé des avantages à se trouver en zone périurbaine. Déjà, la Baratte, c'est vraiment un écrin de verdure entouré par l'urbanisation, parce qu'il y a de la ville tout autour, mais il y a à peu près une 20aine d'hectares de libre. Donc c'est plutôt intéressant, c'est vraiment un lieu où on peut être dans la nature et en ville. Le deuxième point, c'est que tout est produit sur place et vendu sur place, c'est-à-dire que les marchés, la map, etc., tout est à moins de 5 km. Donc ça bénéficie vraiment aux habitants du coin et puis profite vraiment de leur terroir. Donc on le voit, Guillaume a appris durant ces 3 ans à connaître et aimer cette terre si spécifique de la Baratte. On l'a dit, le sol est sablo-limoneux, du sable et du limon, et donc très filtrant. Il se réchauffe également très très vite au printemps, donc c'est une terre de légumes primeurs. Mais en contrepartie, ça fait une certaine fragilité. Je pense que pour avoir une agriculture saine, il faut déjà soigner sa terre et avant tout faire des rotations longues et prendre soin de son sol. Si vous prenez soin de votre sol, vous arriverez à faire pousser des beaux légumes qui seront bons au niveau gustatif, mais aussi au niveau des vitamines et de l'énergie qu'ils vont vous apporter. Donc on voit que Guillaume a bien écouté notre émission sur le sol vivant, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il privilégie, comme on vous l'avait conseillé, les outils à dents plutôt que les outils rotatifs. Il amende son sol en fumier en fin de saison et sème des engrais verts pour éviter que son sol soit lessivé, puisqu'il n'est plus couvert par les pluies d'automne, et tout ça serait emporté directement vers la Loire. Il a fait le choix du goût, de l'authenticité et du respect de la biodiversité. On l'en félicite, notamment dans le choix de ses semences. On l'écoute. J'utilise très peu de semences hybrides. Alors, il faut savoir que dans la Nièvre, on n'est pas du tout une région à faire du légume parce qu'on a beaucoup d'extrêmes. Soit très chaud l'été avec une sécheresse qui peut être importante parfois, soit très froid l'hiver avec des pluies souvent abondantes en hiver. Avec ces extrêmes, c'est pas des régions qui nous aident vraiment à faire des légumes. Donc, on peut être tenté justement à utiliser des graines plutôt hybrides qui ont été créées par l'homme, qui sont d'une stérilité bien connue, sauf qui créent des plantes qui sont idem les unes aux autres. C'est des petits soldats qui vont avoir un potentiel de rendement assez élevé parce qu'ils vont aller au bout en fait de leur cursus et vous donner les fruits désirés. Sauf que clairement, c'est des variétés qui ont été créées par l'INRA à la base et par l'homme. Donc pour moi, ça n'a pas l'authenticité d'une vraie tomate, par exemple une tomate ancienne, une noire de Crimée ou une cœur de bœuf, qui aura été adaptée au sol, qui aura été adaptée au climat, où on aura récupéré les graines d'une année sur l'autre, qu'on aura élevé son plant, donc ça c'est le vrai métier de maraîcher. Il est là, je pense plutôt. Bon, on voit qu'il est pleinement satisfait de son métier et il a plein de projets pour l'avenir qui incluent notamment d'autres maraîchers dans une association dont ils ont déjà trouvé le nom, c'est l'Union fait la force. On s'est rendu compte en fait qu'on travaillait tous un peu dans notre coin avec les mêmes produits, les mêmes problématiques de faire pousser des carottes, des pommes de terre ou autre chose. Et l'idée c'était de commencer à créer un début de filière en fait en s'associant, pour pouvoir soit se répartir les cultures, soit se répartir les lieux de vente et puis ne pas se marcher dessus, donc ne pas rentrer en concurrence, mais d'être plutôt dans une forme d'accompagnement social, d'être accompagné, de s'accompagner mutuellement. Donc l'idée de base de l'association, c'était de créer un magasin de producteurs, donc pouvoir travailler en commun et d'ouvrir à d'autres producteurs possibles le magasin pour
pour pouvoir répondre à une offre et puis avoir des légumes variés et d'autres produits type fromage, etc., viande. Bon, mais bien sûr, le projet demande temps, réflexion, moyens financiers, etc. On s'est rabattu sur la création d'une AMAP à la base. D'une AMAP, donc c'est des livraisons de paniers bio et locaux sur Saint-Arigle le jeudi soir. Donc c'est pour pouvoir commencer à travailler ensemble, voir comment on peut s'articuler et peut-être à la suite ouvrir à d'autres producteurs, d'autres productions. On va déjà voir comment fonctionne l'AMAP et comment on arrive à s'articuler entre nous pour pouvoir répondre à la demande. Peut-être aussi avoir un assolement commun. Donc un assolement, c'est-à-dire se répartir les cultures. Peut-être que les carottes viendront mieux chez moi que les pommes de terre chez Monsieur Chanchez ou que les épinards chez Monsieur Crutin ou Monsieur les Bio-du-Bec à Cuffy. Donc voilà, peut-être essayer de travailler en commun, essayer justement de créer une filière, un début de filière pour pouvoir avoir un peu plus de poids et être reconnu en fait au niveau de la population nivernaise. On peut dire que nos 3 jeunes maraîchers bio semblent tous heureux de leur expérience. Ils se réjouissent des relations créées avec les clients en vente directe et ils sont fiers de produire des légumes sains et goûteux. Toutefois, ils n'ont pas exactement les mêmes projets, ni tout à fait la même conception de leur métier. Bon, on peut dire que Jean-Marie Lambert et Raphaël Revenu s'imaginent plutôt ensuite sur un vaste domaine, à la tête d'une entreprise florissante. Et d'ailleurs, Christophe Soleillac ne serait pas contre une association avec eux pour conquérir un marché plus vaste, en rendant la bio plus accessible au niveau des prix. Guillaume, lui, s'imagine plutôt dans une association avec plusieurs autres maraîchers cultivant de petites surfaces pour mieux répondre à la demande collective de légumes diversifiés, garante d'une certaine éthique. 2 conceptions de la bio, donc, l'une plus individualiste et plus soucieuse de rentabilité économique, et l'autre plus orientée vers une association de producteurs qui travaillent dans le même sens pour l'intérêt commun. Néanmoins, ils respectent tous le même cahier des charges bio. Pour la cohérence des choses, il nous semble qu'il serait impératif que tous les maraîchers de la Barade soient en bio. Sur cet espace à proximité de la Loire, sur des terrains très perméables, sablonneux, il serait souhaitable qu'il n'y ait aucun désherbage au glyphosate. On le savait depuis longtemps, mais un article récent du journal Le Monde a révélé que Monsanto, maintenant racheté par Bayer, a falsifié les documents servant à homologuer ces désherbants, dont le fameux Roundup, au mépris de la santé publique et de celle de l'environnement. En tout cas, on peut se dire que l'argent public, outre le fait d'avoir joué un rôle social important, Geneviève en a parlé, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent s'installer en Nièvre, et c'est à souligner. Cet argent public n'a pas été investi en pure perte, puisque on oppose toujours au niveau écologiste l'économie et les petites bébêtes. Là, ça a créé des emplois. Voilà, on peut en être fier. Guillaume a engagé 2 personnes, et il y en aura certainement d'autres à venir. On écoute Anne Wozniak, qui est très claire sur ce sujet, et qui nous explique la volonté de l'agglo de Nevers de poursuivre et d'amplifier l'expérience. On lance avec l'agglomération une prospective à savoir quelles sont les terres qui ont les capacités agronomiques, physiques pour pouvoir accueillir d'autres testeurs. Donc on fait ce travail de prospective au niveau du territoire de l'agglo pour pouvoir étendre d'autres zones test. Et ces terres seront cultivées en bio, bien sûr. C'est un petit peu la condition de l'accueil de ces testeurs. La mise à disposition des terres, elle se fait dans la mesure où elles sont éco-certifiées. Donc l'éco-certification, ça prend 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, il n'y a aucun intrant. Et le but, c'est vraiment de développer cette agriculture maraîchère sur des terres de qualité et notamment en bio. Alors Brigitte Compamuret, qui est donc, je le rappelle, la présidente de l'association Saint-Fiacre Loire-Barade, se réjouit tout comme nous de cette évolution dans la continuité des traditions d'origine. L'histoire finit par nous donner raison quand même. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'avec la conduite d'une agriculture respectueuse de l'environnement et surtout de la santé des personnes, le Val de la Barade puisse redevenir une référence en matière d'agriculture urbaine. Donc l'exemple est tout à fait concluant et nous allons terminer par un souhait qui est le nôtre, que cet exemple d'agriculture périurbaine boosté par un espace test essaime
partout, à la Charité, à Caunes, dans tout le Val-de-Loire, dans d'autres villes de la Nièvre, même les toutes petites villes, et que les villes qui ont des terrains communaux les consacrent à ce genre d'expérience, et que surtout ça c'est important, que des consommateurs de plus en plus nombreux achètent ces produits bio et locaux pour leur santé et leur plaisir, et pour le dynamisme économique de cette filière créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. Car il n'y a pas de maraîcher sans consommateurs. Et donc, renseignez-vous si vous aimez les bons légumes, comme nous autour de cette table, et vous, j'en suis sûr, chers amis auditeurs, pour trouver tous les producteurs locaux près de chez vous. Si les prix sont abordables, vous pouvez chercher à adhérer à une AMAP, par exemple, ou aller voir les producteurs directement en vente directe. Rien ne vaut le contact directement auprès du producteur. On mettra les adresses sur le site. N'hésitez pas à nous interpeller via notre mail planetenièvre@netcourrier.com. Il nous reste à vous saluer, à vous laisser aller faire une bonne soupe avec ces bons légumes. Merci Geneviève, merci Daniel, et à bientôt. Et merci à Christophe. bientôt.